Bonjour. Ce webinaire est consacré à une question clé pour les consultants. Comment évaluer la charge de travail sur une mission de conseil? Ce sujet est un extrait du cours constituant le module 4 du programme commercialisé par l'IFOD Devenir consultant, dont la prochaine session sera lancée prochainement. Pour démarrer, consacrons quelques instants à nous poser la question: qu'est-ce que le métier de consultant? Ce métier est méconnu. Ce métier est non protégé. N'importe qui peut mettre sa plaque entre guillemets de consultant sans aucune spécification particulière. Ce métier est donc souvent raillé par des clients, par différentes personnes qui ne le connaissent pas. Je me souviens, lorsque j'ai débuté dans ma carrière de consultant, un de mes amis m'a dit « Ah, tu vas faire du consulting, c'est-à-dire du bavarware ». En fait, il s'agit là d'un métier à forte valeur ajoutée qui a été créé à la fin du 19e siècle et début du 20e, et dont un des acteurs majeurs a été James Oscar McKinsey, qui en 1926 a créé le cabinet du même nom, bien connu aujourd'hui. La prestation de conseil, pendant 50 ans, a été considérée comme une prestation à forte valeur ajoutée, réservée à quelques grands cabinets. Aujourd'hui, l'offre s'est considérablement éparpillée. Il s'agit là d'un secteur hyper concurrentiel qui exige encore plus de qualité dans la nature des prestations. Les consultants, au départ, faisaient donc des missions essentiellement consistant à donner un avis sur une situation existante et à proposer des axes de progrès. Donc, partant d'un point A, quelle est la cible, point B, et quelle est la trajectoire pour aller du point A au point B. Puis à partir des années 1970, les consultants et les clients sont tombés d'accord pour dire qu'il fallait aller plus loin. Les clients ont demandé aux consultants de les accompagner dans les projets allant du point A au point B parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes les ressources suffisantes pour conduire ces projets. Et les consultants se sont rendus compte que ces missions d'accompagnement étaient bien plus longues et bien plus lourdes en termes de budget que les missions de type 1, consulting, stricto sensu. Ils se sont donc engouffrés, tête baissée, dans ces missions d'accompagnement de projets de transformation. Et ils sont même allés au-delà, en disant à leurs clients: mon cher client, ne t'inquiète pas, tu veux mettre en place tel système, je vais m'occuper de tout, l'organisation, la technique, la conduite du changement, etc. Concentre-toi sur ton métier de base, et moi, je m'occupe du reste. C'est ce qu'on a appelé l'intégration de système. Il s'agissait là de récupérer non plus 20%, 15 à 20% du budget des projets, mais au moins 80%. Une occasion de renforcer le potentiel économique de ces cabinets de conseil. Et puis à partir des années 80-90, ils sont même allés plus loin en disant aux clients: bon bah écoute, monsieur le client, non seulement tu as des projets, mais en plus tu as des activités opérationnelles récurrentes qui ne sont pas dans ton métier de base. Nous on peut très bien faire ça pour toi, concentre-toi sur ton core business et nous allons assurer les tâches que l'on peut qualifier de moins stratégiques. Par exemple, des fonctions administratives, de gestion du personnel, voire même de formation, d'organisation de formation, encore même plus de gestion des achats, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le business process outsourcing. Ce qui a fait que les consultants n'étaient plus uniquement chargés de faire des missions de conseil, mais sont devenus des groupes de services. Nous allons nous concentrer, si vous le voulez bien, sur la mission de type 1, qui consiste à donner un avis à un client sur un problème donné. Et là, voyons quels sont les acteurs en présence. Nous les avons organisés suivant 3 niveaux. Le premier niveau est un niveau d'exécution.
il va être réalisé par des consultants internes ou externes au cabinet, qui vont être en relation avec des interlocuteurs chez le client pour mener à bien des entretiens, des réunions et faire avancer la réflexion sur le problème posé. Ces consultants travaillent sous la responsabilité opérationnelle d'un chef de mission ou chef de projet, qui lui-même sera en relation étroite avec un chef de projet client chargé de coordonner l'opération chez le client. Mais ça ne suffit pas. Il est important que le chef de projet ou le chef de mission chez les consultants puisse être aidé, accompagné, supervisé par un senior que j'ai appelé ici responsable de compte, qui sera en général un membre de l'équipe de direction. Dans les cabinets anglo-saxons, ce sont des directeurs associés, des partenaires, des associés, et ces gens-là sont chargés de superviser l'ensemble de l'opération en relation étroite avec un cadre dirigeant du client. En ce qui concerne la progression de la mission, ce slide peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir dans quelques instants qu'il est très simple. Je l'appelle les 3 R. Et toute mission de conseil qui consiste à donner un avis sur un problème donné doit commencer par le recueil d'un certain nombre de faits caractéristiques du contexte. Ce recueil, que volontairement j'évite d'appeler analyse de l'existant, permet de dresser un constat qui sera ciblé sur les enjeux du problème, sur le contexte du problème, et non pas sur des sujets connexes qui n'ont rien à voir avec la mission en cours. Une fois que ce constat est dressé, le consultant va faire travailler ces petites cellules grises en engageant une étape que j'ai appelée réflexion 1, qui permet, partant du constat, de dresser des conclusions exprimées en termes de force et de faiblesse. On a ainsi une caractérisation de ce que j'ai appelé le point A dans mon slide précédent. Et puis, dans un troisième temps, le consultant engage une autre réflexion, intitulée ici réflexion 2, qui va, partant des conclusions en termes de points forts, points faibles, consister à formuler des recommandations, c'est-à-dire quelle est la cible et comment atteindre la cible. Donc on voit ce que j'appelle la valse à 3 temps du consultant, constatation, conclusion, recommandation. Et il est important de respecter cette logique et de ne pas aller trop vite raisonner en termes de solutions sans avoir connaissance du contexte. J'avais un de mes anciens associés chez PriceCoopers qui disait gentiment à ses clients, lesquels lui demandaient un avis instantané: « Monsieur le client, je ne fais pas du conseil, je ne suis pas comme le Nescafé, je ne fais pas du conseil instantané. » On a 9 chances sur 10 de dire des bêtises. Last but not least, vous voyez qu'il y a une flèche en haut que j'ai intitulée restitution client. Et c'est une flèche qui correspond à des actions menées tout au long de la mission pour valider le constat avec le client, pour valider les conclusions en termes de points forts, points faibles, pour valider les recommandations, et non seulement valider, mais faire en sorte qu'au fil de la mission, le client s'approprie notre réflexion. Cette restitution client va déboucher sur la fin de la mission, à la fin de la mission, sur un livrable, un rapport. Ce rapport ne sera qu'une empreinte des échanges qu'il y aura eu avec le client. À la fin d'une mission, le client doit être d'accord avec ce qu'il y aura dans le rapport, sans avoir à le lire, parce qu'il l'aura compris à l'avance. Et puis la flèche du haut, vous voyez, précise que lorsque l'on est en phase de recueil, on a le droit de dire des bêtises, parce qu'on a mal compris ce qui se passait chez Madame Michu, et donc notre interlocuteur client va nous recentrer, va nous recadrer. En revanche, dès lors qu'on commence à formuler des conclusions et surtout des recommandations, là on n'a plus le droit de se tromper, l'engagement de l'auteur est beaucoup plus élevé, et il est donc important d'avoir validé à l'avance les assises de notre réflexion. Voilà, alors ça c'est la logique générale à respecter. Partant de là, on peut se poser la question: combien de temps vais-je consacrer à ces différentes phases? Je vais donc considérer, je vais faire 3 paquets. Le temps que je passe en phase de recueil, le temps que je passe en phase de réflexion en regroupant 1 et 2,
et le temps que je passe en restitution client. Si j'ai une mission qui est estimée à 100 jours hommes, quelle est d'après vous la répartition que je fais entre recueil, réflexion et restitution? Et bien là, au cours de mes séminaires, je me rends compte que les réponses sont assez variables. La plupart de mes stagiaires proposent des combinaisons du type 50, 30, 20, 40, 40, 20, etc., etc. Et ce que je vous propose, moi, c'est de respecter la règle suivante, la répartition suivante. Consacrez 30% au recueil, consacrez 30% de votre temps à la réflexion et consacrez 30% de votre temps à la restitution et aux échanges clients, tout en conservant 10% de votre charge pour gérer les aléas, les incertitudes et différents overheads qu'il peut y avoir dans la conduite de la mission. Donc vous voyez, si j'ai une mission de 100 jours, premièrement, j'organise mon travail sur 90 jours, et sur 90 jours, je vais répartir en 3 parts égales le temps consacré à ces 3 étapes. Et j'en arrive à ce que j'appelle la règle des 3 R, pour émettre un avis sur un problème donné et faire adhérer aux propositions celui qui nous a posé le problème, eh bien il faut 3 fois le temps nécessaire à la prise de connaissance du contexte du problème. C'est ce que j'appelle la règle des 3 R. Alors partant de là, lorsque je suis en avant-vente, quelle est la question clé que je pose pour essayer d'estimer cette charge de mission? Eh bien, elle est relativement simple. Je vais poser la question suivante. Quel est le nombre d'interlocuteurs à rencontrer pour prendre connaissance du contexte du problème? Si j'ai 10 interlocuteurs concernés pour prendre connaissance de ce contexte, eh bien, je vais savoir rapidement estimer la charge de ma mission. Partant du principe que je consacrerai à chaque entretien une demi-journée, en incluant le temps de préparation, la réalisation d'un entretien d'1 heure et demie, 2 heures et la synthèse dans un compte-rendu, si j'ai 10 personnes à voir, ça va faire 10 fois 0,5 égale 5 jours hommes, multiplié par 3, 15 jours, plus 10%, 16,5 jours hommes pour réaliser ma mission. Je conclurai par la minute mathématique de ce webinaire en vous présentant cette formule qui va un peu au-delà, parce qu'en première approximation, je vous ai dit que la phase de recueil n'était constituée que d'entretien. En fait, elle peut aussi faire appel à des réunions de groupe. Par exemple, lorsqu'il s'agit de modéliser, d'analyser des process clients, on va réunir, tous les acteurs concernés et on va modéliser, flowcharter le processus ensemble pour essayer d'en voir les forces et les faiblesses. Et puis je vais aussi avoir de la documentation à lire ou de la recherche à faire sur Internet. Et donc du coup, ma charge de recueil est une combinaison d'entretien, de réunions et de recherche documentaire, que je vais pondérer chacune de ces composantes par des coefficients alpha, bêta, gamma. Avec alpha, on l'a vu, égale 0,5 jours hommes par entretien. Bêta sera un peu plus élevé parce que l'outil réunion est un peu plus lourd à manipuler. Je prendrai 1 à 1,5 jours homme. Et gamma correspondant au temps que j'estime pour lire, pour faire toute la recherche documentaire ou l'analyse documentaire dont j'ai besoin. Et donc la charge de ma phase de recueil sera alpha E plus bêta R plus gamma D. Et du coup, la charge globale de ma mission sera multipliée par 3 fois plus 10%, c'est-à-dire pi fois alpha E plus bêta R plus gamma D. Cette formule est un repère, ce n'est pas un modèle absolu, il faut savoir prendre du recul par rapport à ça, mais c'est au moins aussi bien que le doigt mouillé. Il faut savoir que cette formule, je l'applique dans des missions de type 1, quand il s'agit de donner un avis sur un problème que me posent mes clients, mais on peut aussi l'utiliser dans le cadre de missions de type 2, accompagnement de projet, lorsqu'on veut se concentrer sur des problématiques bien précises, par exemple élaborer un plan de conduite du changement ou élaborer un plan de déploiement. Et au-delà de ça, tout cadre d'entreprise devrait être conscient de ce modèle dès lors qu'on peut considérer qu'un
qu'un cadre, pardon, est chargé de réfléchir sur des problèmes complexes que lui pose sa direction. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère que je vous aurai convaincu du bien fondé de ce modèle. Merci.